Rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce préenregistré réalisé le 28 mai 2015. Suite aujourd'hui de mon émission précédente où nous avions parlé d'un livre très riche et que l'on ne pouvait réellement traiter en une seule fois. Cet ouvrage s'intitule « Histoire secrète des frères musulmans ». Il est publié aux éditions Ellipse et est préfacé par Alain Chouet, ancien directeur de la sécurité de la DGSE, et Éric Denessé, directeur du Centre français pour le renseignement. Nous poursuivons donc cet entretien avec son auteur. Bonjour Chérif Amir. Bonjour. Alors Chérif Amir, pour rappel, donc vous êtes égyptien, vous êtes un jeune docteur en géopolitique de l'université Paris 8, passionné par les religions, par leur impact sur les conflits au Moyen-Orient. Et surtout, c'est vraiment un plaisir particulier de vous recevoir pour parler d'un pays parce que lorsqu'on a des invités qui en sont originaires ou qui y vivent, eh bien, on a affaire à des personnes qui sont directement concernées. Ces événements dont vous parlez, vous les avez vécus sur place dans votre pays. Et c'est ça qui fait la richesse du livre. Bien entendu, vous parlez arabe puisque vous êtes égyptien. Ce que vous avez écrit résulte de la compilation approfondie, de publications originales des frères musulmans et de vos propres enquêtes de chercheurs universitaires. Et vous avez ainsi compilé des données qui sont pour beaucoup inédites en France. Lors de la dernière émission, nous avons retracé ensemble l'histoire des frères musulmans, des origines à l'assassinat d'Anwar el-Sadat. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir ce qui s'est passé depuis Moubarak jusqu'à l'Égypte d'aujourd'hui. Alors, on va commencer par évoquer le long règne de 30 ans de Hosni Moubarak. Vous dites que son attitude vis-à-vis des islamistes militants a été ambiguë. D'un côté, il a mis fin au laxisme de Sadat en faisant briser par sa police les groupes armés, qui avaient tout de suite tenté un coup de force, d'ailleurs, juste au moment de l'assassinat de Sadat. Mais d'un autre côté, vous racontez comment il a fait quasiment libérer les responsables de l'assassinat de son prédécesseur, qui se sont évadés assez facilement, comme le docteur Ayman el-Zawahiri, qui devait succéder à Ben Laden. Et surtout, vous révélez qu'il a favorisé le départ en Afghanistan de nombreux djihadistes égyptiens, en plein accord aussi à l'époque, aussi bien avec l'Arabie Saoudite, qui était redevenue une alliée dans le monde arabe, qu'avec les États-Unis, qui favorisaient cela pour contrer les Soviétiques. Là-dessus, l'URSS perd la guerre d'Afghanistan, elle se désintègre, les djihadistes reviennent en Égypte au début des années 90. Que se passe-t-il alors ? Qui se passe-t-il ? C'est une question fondamentale pour comprendre aujourd'hui ce qui se passe aussi. Les djihadistes, ils sont revenus et je crois que la stratégie de Moubarak à cette époque a mal tourné parce que beaucoup croyaient que ces gens-là allaient partir. Ils n'étaient pas libérés parce qu'ils voulaient se réconcilier avec eux et c'est pour se débarrasser d'eux. Or, il n'a pas réussi à se débarrasser d'eux parce qu'ils sont revenus. Et l'Égypte a vécu après ça des attentats sur les mains des gens qui ont l'expertise militaire. Tout à fait. Et savent faire le combat de rue, fabriquer les bombes. Et après ça, on a témoigné alors maintenant dans les tribunaux égyptiens, les procès qui s'appellent les revenus d'Afghanistan, les revenus de Kosovo, les revenus de Bosnie, et ça ne s'arrête pas. Alors, Moubarak, tout ce qu'il a fait de libérer ces gens-là et qu'ils partent, bien sûr, il y a des points d'interrogation sur le rôle américain là-dessus, parce que bien sûr, il a eu l'accord américain de faire cela et une conciliation avec l'Arabie Saoudite pour contrer tout ça, l'Union soviétique à l'époque. Voilà. Alors, ceci dit, la situation économique ne s'arrange pas du tout. Il mécontente pratiquement tout le monde, en particulier les Coptes qui subissent des massacres et qui ne sont pas protégés par la police, vous le racontez. Et puis arrive la révolution, donc qui renverse Hosni Moubarak en février 2011. Et je dois dire que, en suivant votre récit, on a l'impression que tout le monde a été surpris par ce qui est arrivé. À partir du moment où la foule occupe la place Tahrir, donc le 25 janvier 2011,
Eh bien, voilà, j'ai apprécié que vous ne donniez pas dans les théories du complot, rien n'était écrit au départ. Moubarak, les jeunes, les démocrates qui sont révoltés, l'armée qui disparaît du paysage pendant un moment pour réapparaître avec le conseil présidé par le maréchal Tantawi, qui va être ensuite très faible par rapport aux frères musulmans, tous ont été pris de court. Mais alors comment eux, les Irwan, les frères musulmans, donc qui n'étaient pas à l'origine de la révolution, comment est-ce qu'ils ont su prendre le train en marche ? Il faut juste préciser des dates. Le 25 janvier 2011 et 28 janvier 2011, c'est 3 jours. La révolution était initiée bizarrement par les jeunes bourgeois. Les jeunes bourgeois, pas les démunis, non. C'était par les jeunes bourgeois qu'on appelle la révolution de Facebook, des jeunes femmes non voilées qui ont fait des études à l'université américaine et qui disaient on veut une vie démocrate à l'occidental. Ils sont sortis. C'est pour cela ils ont dit on va défier un petit peu la police. Du 25, 26 et le 27, ils étaient à Place Tahrir, ils bougeaient pas. Mais le 28 janvier, c'était avec l'accord de Anne Patterson, l'ambassadrice américaine, les frères musulmans, ils avaient peur de défier Moubarak. Ils ne savaient pas s'ils gagnaient le jeu à la fin avec ces jeunes. Eux, ils étaient à mener dans le jeu. Ça sera lamentable pour eux. Alors, ils ont décidé d'attendre. Ils ont eu l'accord et le 28 janvier, c'était le commencement du rôle des frères musulmans violents dans les rues de l'Égypte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé très rapidement parce que le temps passe? Les commissariats ont été tous brûlés. Les prisons ont été attaquées en même moment par des véhicules 4x4 qui ont des armes de guerre, des milices de Hamas. Parce qu'il y a eu c'est important de le dire. Des détenus de Hamas qui étaient dans les prisons égyptiennes sur très haute sécurité. Ils étaient libérés par des RPG et des armes lourdes. Tous libérés, détenus de Hezbollah. Ils étaient tous libérés et maintenant ils sont au Liban. Alors ça c'est important et c'est à cette occasion d'ailleurs que le futur président Morsi va être libéré de sa prison. Exactement, et déjà il a été condamné pour sa fuite de prison. Alors le temps passe et j'aimerais quand même qu'on évoque avant la pause publicitaire une autre force islamiste qui est apparue alors dans le paysage parce que vous en parlez assez rapidement, c'est celle des salafistes. Au moment des premières élections donc libres, ils sont le deuxième parti au Parlement, derrière les frères musulmans. Ils semblent alliés à l'époque des Irwan, mais au moment de la deuxième révolution de l'été 2013, ils les laissent tomber. Et vous ne dites pas grand-chose sur leur statut dans l'Égypte d'aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est qu'ils sont soutenus par l'Arabie Saoudite, qui a aidé puissamment, donc là je vais peut-être un peu vite, mais disons l'Égypte d'aujourd'hui, l'Égypte du maréchal El-Sisi au point de vue financier, parce qu'elle-même est en rivalité directe avec le Qatar, qui est la base arrière des frères musulmans. Mais, ok, donc il serait relativement plus sympathique. Mais enfin, d'un autre côté, les services de police occidentaux considèrent que le salafisme mène plus rapidement au djihad que l'appartenance aux frères musulmans. Et il y a quelque chose de radical dans leur idéologie. Et surtout, beaucoup de djihadistes d'aujourd'hui, en Syrie et en Irak, sont des salafistes. Est-ce que vous pourriez en parler dans les 3 minutes qui nous restent ? Bien sûr. D'abord, vous avez cité que c'était des élections libres. Non, c'était pas des élections libres du tout. Il y avait beaucoup de actions illégitimes de la part du Coran islamique, surtout des salafistes. Les salafistes, pourquoi on parle pas trop d'eux? Parce que ils sont pas issus ils sont pas des cadres comme les frères musulmans. Et ils sont des gens qui n'ont pas la plupart fait des études religieuses même. Ce sont des gens qui ont été dans le chômage et qui ont décidé de prendre le chemin religieux pour trouver une carrière. Donc, pour trouver une explication de leur rôle, bien sûr, l'Arabie Saoudite trouve en eux des éléments potentiels pour le wahhabisme. Et parce qu'ils sont très stricts dans leur façon d'interpréter les choses. Mais, par exemple, lorsqu'ils étaient dans le Parlement, ils savaient pas comment traiter certaines discussions, comment les gérer, et c'était la comédie presque. Les frères musulmans, par contre, ils savaient comment manœuvrer politiquement, voir qui est le plus fort, le machiavélisme, et toutes les manœuvres politiques, ils les maîtrisaient.
Alors, la dernière chose, oui, maintenant, ils sont les plupart des combattants en Syrie et en Irak, mais bien sûr, ils sont, leur mission est claire, c'est l'application de la charia et n'est pas entrer dans un débat politique. Ils n'aiment pas la polémique. D'accord. Donc, quelque part, ce n'est pas un danger pour l'Égypte qui remplace le danger des frères musulmans. Non, ils sont bien sûr dans le terrorisme, oui, mais pas un danger potentiel à prendre le pouvoir ou quelque chose comme ça. Alors, vous avez un chapitre qui raconte en une vingtaine de pages comment, finalement, en à peine un an de pouvoir, les frères musulmans vont tout perdre. Parce qu'il va y avoir une seconde révolution, le mouvement Tamarod, donc cette pétition signée par des dizaines de millions de citoyens. Vous racontez comment l'armée a au départ une attitude prudente. Et puis finalement, le maréchal El-Sisi réunit des personnalités de la société civile, dépose le gouvernement et le président islamiste. Alors, comment expliquer ce retournement si rapide de l'opinion ? Quelle est la raison qui a dominé ? Est-ce que c'était la déroute économique du pays ? Est-ce que c'était l'insécurité, en particulier dans le Sinaï, vous en parlez souvent ? Est-ce que c'était la peur de voir s'installer une dictature, finalement, de la confrérie des frères musulmans ? Et est-ce que aussi ils avaient un soutien populaire vraiment ? C'est une question. Au départ, les frères musulmans. Ah oui. Alors ça c'est une question, parce que c'est ça ma théorie ici en Occident, quand il y avait un mythe sur les frères musulmans, que c'est la seule force organisée, que la seule force qui a une base populaire. Moubarak, je le dis dans le livre, il a voulu transmettre aussi cette idée pour faire peur à l'Occident et aux Coptes. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont aucune notion, les frères musulmans, aucune notion de la gestion des pays. Et moi, je disais, dans la gestion politique, je disais, en France, il y a l'ENA qui enseigne, c'est un art, c'est une science. Eux, ils n'ont pas cette science. Et bien sûr, la situation économique s'écroulait très rapidement. Et ils savaient pas. Mais c'était dû à quoi ? C'était la sécurité ? Non, c'était dû que d'abord ils n'avaient pas de projets économiques. Par exemple, regardez le président Sisi, il a inauguré tout de suite la trajectoire de canal de Suez. Il veut faire une nouvelle capitale. Il y a des projets. Eux, ils sont arrivés, ils disaient Allah nous a amenés ici et ils savent pas comment le faire. Et je vois tout de suite que le peuple savait que la répression était la seule voie des frères musulmans pour rester. Il était hors de question que les Égyptiens subissent une deuxième répression. Alors, il faut quand même dire qu'en Occident, enfin, ce qu'on a lu, ce qu'on a lu dans la presse, c'est qu'en gros, qu'il s'agit en fait d'un retour aux affaires de l'armée suite à un coup d'État. On nous dit que, par exemple, le maréchal Sisi a été élu par 97% des suffrages. C'est pas crédible, parce qu'en face, quand on voit l'élection de Morsi, il avait gagné, mais par une marge beaucoup plus faible, donc ça paraît plus réaliste. Et puis, bon, il y a eu la toute récente condamnation à mort de l'ex-président Morsi. Ça, c'est très condamné par les diplomaties occidentales. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Alors, 2 points essentiels. La première, les élections de Morsi, où il était élu. Moi, je dis, il n'était pas élu. Et je le précise dans les livres. C'est pour cela que j'invite vos éditeurs à acheter le livre. Absolument, parce que c'est dedans où j'illustre, on n'a pas bien sûr le temps, illustrer comment Anne Patterson et comment c'était Shafik, le vrai gagnant. Moi, j'étais présent là-bas, moi-même, en tant que témoin. Qui était un ancien ministre de Sadat. Ouais. De Moubarak. De Moubarak. Était le chef de l'armée de l'air. En plus, et après, il était directeur de l'aéroport du Caire. C'était un type francophone, exemplaire. Il sait comment parler, sachant que Morsi, il ne sait pas constituer une seule phrase correcte. Oui. Alors, j'illustre dans le livre comment la manipulation a eu lieu, comment Shafik, moi-même, j'ai vécu ça. Shafik était gagnant et il avait préparé son discours de victoire. Et c'est Anne Patterson qui l'a arrêté parce que c'était la manipulation américaine. La deuxième chose, sur le maréchal El-Sisi, qui était général à l'époque, non, c'était l'appel du peuple. Lui, il était très conscient que l'Occident et les frères musulmans allaient utiliser l'intervention de l'armée de quelque sorte comme en tant que prétexte pour dire que c'est un coup d'État. Mais non, il a attendu que le peuple demande. Le peuple était descendu le 30 juin en 30 millions de personnes, 4 coins de l'Égypte, et c'est là, il a dû répondre au peuple, parce qu'il disait ça à Morsi. Il lui disait, Monsieur le Président, l'armée appartient au peuple et n'appartient pas à un président. Les frères musulmans n'ont pas compris ça.
Moubarak l'avait compris. Alors, on n'a pas le temps effectivement d'entrer dans les détails. Je veux dire, le livre donne des exemples précis de l'ingérence de l'ambassadrice américaine Ann Patterson lors de tous ces événements. Bon, moi je dois dire rapidement que cette politique américaine, j'arrive pas à la comprendre parce que la peur du communisme, elle n'existe plus. Quelque part, ils soutiennent Erdogan qui, lui, a un projet un peu fou de califat. Mais imaginez que les peuples arabes vont se soumettre aux Turcs pour un nouvel empire ottoman, c'est complètement stupide. Il faut dire, donc, voilà, et on a une impression de bricolage, et ce que je veux dire, votre livre le rend bien, de bricolage aussi bien de l'Union européenne que des Américains. Alors, votre livre a été achevé en juillet 2014. Et puis depuis, il s'est passé beaucoup d'événements importants concernant l'Égypte. Beaucoup. D'abord sur le plan géopolitique. Petit à petit, le nouveau président a encouragé de nouvelles alliances. Il y a eu la vente des avions Rafale par la France. Il y a eu la visite triomphale de Vladimir Poutine en février dernier. Des gros contrats avec les Russes, mais des énormes projets dont vous parlez. Je crois que c'est 12 milliards de dollars d'investissement à une conférence qui vient d'avoir lieu, je crois, à Sharm el-Sheikh. L'agrandissement, les travaux autour du canal de Suez. Voilà. Mais en même temps, l'Égypte est menacée. Il y a eu les 21 malheureux citoyens égyptiens décapités qui étaient des Coptes en Libye. Il y a des attentats toujours dans le Sinaï. Comment est-ce que le président El-Sisi va gérer ça? Est-ce qu'il va redonner à l'Égypte un rôle régional ou alors au contraire ça va être un repli nationaliste à l'intérieur des frontières du pays? Le président Sisi, il est là pour faire revenir le rôle de l'Égypte régional et peut-être aussi mondial. Mondial, parce que la paix du monde, comme vous voyez, M. Korkos, c'est le Moyen-Orient. Absolument. Absolument. Les médias, ils n'ont que parlé d'Israël, l'Iran, l'Égypte, c'est ça ce qui est la politique internationale. Même l'Ukraine, maintenant, on dit que c'est issu à cause de la crise de la Syrie. Moi, je vous dis que le président Sisi, il est conscient, c'est l'homme, de la situation. Il est conscient de ces menaces. L'Égypte, maintenant, est en train de se défendre dans l'air, dans la mer. Il a dû faire l'intervention en Libye pour protéger l'Égypte de l'avancée de Daesh. Et il a raison lorsqu'il nous dit « Regardez autour de vous ». Il n'y a plus de sécurité dans les pays, il n'y a plus d'armée dans les pays autour. Voilà. Et moi, je trouve que la politique américaine là-dessus, ils jouent avec le feu. Et d'abord, ils menacent tous leurs alliés. Il n'y a plus d'alliés. Même Israël sera menacé avec une telle situation. Absolument, absolument. Je partage votre point de vue. Alors, bien sûr, il aura beaucoup de défis, mais il est l'homme de la situation. Alors, je voudrais juste finir par quelque chose d'important dont on n'a pas assez parlé en France. C'est justement le discours du président Abdel Fattah el-Sisi, prononcé le 28 décembre 2014 à l'université théologique Al-Azhar au Caire. J'invite nos auditeurs à le rechercher sur YouTube. On le trouve, ce discours du président el-Sisi. Il a exhorté les responsables musulmans à une véritable révolution religieuse pour éradiquer de l'islam l'idéologie mortifère, donc véhiculée en particulier par le Daesh. Est-ce que vous pensez que ceux qui sont à la tête d'Al-Azhar aujourd'hui vont s'engager à ses côtés pour contrer cette idéologie? Je l'espère. Bien sûr, il y a beaucoup de défis. Les frères musulmans, ils infiltrent beaucoup d'institutions. Je crois que l'Azhar est une institution prestigieuse, capable de prendre le relais. Je crois lorsque le président Sisi leur a adressé la parole, et je me souviens durant ce discours, il a regardé le Cheikh Al-Azhar, il lui a dit « Vous serez responsable devant Dieu parce que vous avez la responsabilité d'éduquer les gens religieusement. » Et je crois qu'ils sont conscients de ce danger. Le discours du président Sisi est une révolution dans le monde théologique musulman et je trouve que c'est pour le bien de la paix mondiale qu'il dit ça. C'est pour le bien de la paix mondiale. Il a appelé les choses par leur nom et il a dit c'est maintenant qu'il faut agir. Tout à fait, tout à fait. Et je dois dire que dans votre livre, on avait parlé dans l'émission précédente donc de Saïd Qutb, qui était... Il faut juste préciser une chose, que le président ici, il a fait ce discours, mais lui-même en tant que personne, il est quelqu'un de très pratiquant et très croyant. Très croyant. C'est pour cela, il aime lire dans les religions et il a il lit les belles choses. Et il lit les belles choses et il fait des approfondissements, il lit pas uniquement la surface. Voilà. Et ça c'est très important parce que justement, il faut pas rentrer dans une logique de guerre de religion, de dire c'est les musulmans contre les autres. Voilà. Et ce que vous avez donné donc dans votre livre, page 57, c'était très intéressant. C'est justement cette lecture
redoutables des versets du Coran par Saïd Qutb. Il les prend et puis il reconstitue ça. Il y a un appel progressif au djihad. Donc il part de la sourate 4, qui est très pacifiste, et il arrive à la sourate 9, qui ordonne de faire la guerre sainte. Et ce qui est le récit d'événements, comment le prophète finalement a fondé petit à petit sa religion, eh bien il le présente comme quelque chose de guerrier, comme un projet militaire. Et ça, justement, il faut le démonter. Il faut que ce soit des théologiens qui le démontent. Et je suis heureux que l'Égypte participe à cela. Il faut ajouter une chose, que le président ici, avant ce discours, il a effectué une visite à la cathédrale copte la veille de Noël, et c'est jamais été fait ni par Moubarak ni par Sadat, et c'était un geste pour dire qu'il est un homme tolérant et qui est ouvert à tout le monde. Absolument, et ça c'est d'abord il y a l'unité du pays, et puis aussi effectivement le choc qu'ont ressenti les Égyptiens, encore une fois, comme je rappelais, cette exécution horrible de leurs ressortissants par le Daesh en Égypte, et puis ce qu'on voit au Moyen-Orient, ces massacres de chrétiens. Eh bien, merci, Chérif Amir. Je rappelle une dernière fois donc le titre de votre livre que j'encourage nos auditeurs à acheter. Donc, l'histoire secrète des frères musulmans aux éditions Ellipse de Chérif Amir. Merci, amis auditeurs, de nous avoir suivis, et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Au revoir. Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.